Voilà, on va reprendre avec la deuxième table ronde de la journée, consacrée à l'axe 3, interagir avec le religieux. Avant de commencer cette table ronde, j'ai deux informations données. La première, ça concerne la fin de notre journée. Nous avons la possibilité de faire un certain nombre d'activités culturelles en cette fin de journée. Il y aura ici à 18 h la présentation du livre qui a été publié sous la direction d'Alain Dikoff, Radicalité religieuse, dans cette salle. Un certain nombre d'entre vous se sont déjà inscrits pour aller visiter la grande mosquée de Strasbourg, mais il est encore possible, pour ceux qui souhaiteraient, qui ne se sont pas inscrits en ligne, il est encore possible de se joindre à ce groupe qui partira à la grande mosquée. Il y a également une visite guidée de l'œuvre Notre-Dame, qui est le musée, pas simplement de la cathédrale, mais aussi le musée de l'histoire de l'art, l'architecture à Strasbourg à l'époque médiévale et moderne, qui est juste à côté de la cathédrale, donc même horaires à partir de 18 h. Donc certains se sont inscrits, il y a encore de la place pour ce groupe. Et la dernière proposition de la journée, c'est le concert qui a lieu à la cathédrale de Strasbourg dans le cadre du festival Sacrée Journée, donc le festival de musique sacrée, pour lequel il reste encore des places aussi. Donc si certains sont inscrits, on a bien noté leur inscription, mais si certains parmi vous souhaitent se joindre à ce concert qui commence à 20 h à la cathédrale, il y a une liste qui va passer et vous pouvez indiquer votre nom. La deuxième information, elle concerne la journée de demain. Demain, nous avons donc un temps le matin qui est le temps conclusif de ce congrès, qui n'est pas un temps ouvert au public, mais qui est un temps qui concerne l'ensemble des chercheurs qui participent de près ou de loin à Religis, qui va s'organiser de la manière suivante. Donc demain, de 9 h à 11 h, ce sont les différents groupes de recherche qui sont invités à se retrouver. Donc il y aura des salles sur trois espaces autour de la Maison des sciences de l'homme, l'ANICHA, le Collège doctoral européen et le Studium, qui sont trois bâtiments très proches les uns des autres. Donc il y aura différentes salles où les différents groupes auront l'occasion de se retrouver. Quand on parle des groupes, c'est non seulement les responsables scientifiques de chacun de ces groupes, mais c'est aussi les chercheurs qui participent à ces groupes. Et le but de ce temps, c'est que vous ayez dans ces 2 heures la possibilité d'aller un peu plus loin que ce qui va être présenté dans la table ronde, et peut-être de discuter aussi de la vie de votre groupe, de la programmation, de pouvoir avoir ce temps de réunion ensemble en présentiel. Ensuite, de 11 h 30 à 12 h 30, on aura un dernier temps tous ensemble. Donc on appelle ça l'Assemblée générale. L'idée, c'est vraiment de rassembler tous les chercheurs, jeunes, moins jeunes, très jeunes, qui participent à Religis, et d'avoir un dernier temps qui sera un temps très ouvert, puisqu'on aura eu 2 journées de présentation des activités, où il sera possible d'encore faire part de remarques, de tirer peut-être quelques conclusions de ce congrès, d'avoir aussi des suggestions, puisque l'objectif premier de nous rassembler tous dans ce congrès, c'était de pouvoir faire circuler vraiment l'information sur ce que font chaque groupe, d'essayer de faire des connexions, peut-être aussi suggérer des idées d'actions qui pourraient être intéressantes à mener. Et donc on aura ce dernier temps de 11 h 30 à 12 h 30, ce sera dans la salle 1/4 du Studium, donc on pourra tous se retrouver. Et il y aura ensuite la possibilité de déjeuner. Donc, vous allez recevoir un mail dans l'après-midi qui va récapituler les groupes et les salles pour demain matin. Si jamais vous ne l'avez pas, donc n'hésitez pas à envoyer un message à l'adresse religis-admin si vous n'avez pas ce soir, pour savoir dans quelle salle se réunit votre groupe demain. Donc voilà, je redis que ces réunions demain s'adressent à tous les chercheurs, donc par groupe, et ensuite en assemblée générale. Merci, Olivier. Bien, nous allons commencer notre travail de cet après-midi avec... C'est bon?
la présentation donc, autour de l'axe 3 du programme Régis, interagir avec le religieux. Cet axe 3 va nous amener dans des références disciplinaires un peu différentes de ce matin, avec des présentations qui toucheront à l'histoire, au droit, à la science politique, un peu à la sociologie, donc un peu dans l'espace des sciences humaines, situé un peu différemment de ce matin. Il est très difficile de résumer le foisonnement des travaux qui vont vous être présentés, ça je ne les risquerai pas. Je dirais simplement pour tenter un résumé tout à fait simple que nous allons nous intéresser à l'inscription sociale des différences entre religions, des rapports de force entre les acteurs qui se réclament des différentes religions et le traitement politique et notamment juridique de ces différences, avec 3 groupes de recherche comme ce matin qui vont successivement présenter un peu en détail les premiers travaux dans les axes. Un groupe 1 qui s'intitule Pluralisme, c'est écrit dans le programme, hein, Pluralisme, gestion de la diversité et discrimination, qui va donc étudier les tensions autour de la différenciation des statuts publics des différentes religions dans les sociétés nationales ou même aussi pré-nationales. Il y a une dimension historique dans cet axe. Et la question de l'égalisation imparfaite de ces statuts aujourd'hui, c'est la question de discrimination. Il y aura 4 axes dans ce groupe. Le groupe 2, religion, politique, laïcité, traitera principalement de la formule française de laïcité, sa genèse et sa stabilisation contemporaine. Et enfin, le groupe 3, le religieux face aux changements globaux, qui traitera des religions ou des confessants, des différentes religions, face aux grands enjeux saillants d'aujourd'hui, à savoir l'écologie, la bioéthique, la santé et le genre. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas davantage commenter, on va passer à l'exposé des travaux du groupe 1. Comme ce matin, je vais rapidement présenter les biobibliographies de chacun des 4 chercheurs qui vont prendre la parole pour présenter leurs travaux, les différents axes. Il y a 4 axes dans ce groupe 1. D'abord, Cyril Haguet, professeur en histoire des mondes musulmans et médiévaux à l'université Lumière Lyon 2 et directeur adjoint du CIAM, Laboratoire d'histoire, archéologie, littérature des mondes chrétiens et musulmans médiévaux. Il est spécialiste de l'histoire de l'Occident médiéval, musulman, et plus particulièrement de l'histoire des minorités religieuses dans cet espace. Les principales publications qu'il cite à l'appui de ce travail dans Religis sont les mots arabes, christianisme et arabisation en péninsule ibérique au 9e et 12e siècle, 2010, et l'archipel ibadite, une histoire des marges du Maghreb médiéval, en 2022, qui a obtenu le grand prix du livre des journées d'histoire de l'Institut du monde arabe en 2024. Ensuite, Mélanie Schmitt traitera de l'axe l'entreprise comme porte d'entrée d'une recherche sur les discriminations. Mélanie est professeure de droit du travail de la faculté de droit de l'université de Strasbourg. Ses recherches portent sur... Oh, pardon. Bon. Mélanie a précisé sa biographie, donc j'avais oublié de voir la précision. Ses recherches portent sur des dynamiques juridiques de l'Europe sociale, les droits sociaux en Europe et la justice globale du travail, et développe une approche critique. Elle est l'autrice de plus de 70 publications, auxquelles s'ajoutent 25 communications orales et 5 ouvrages. Elle est par ailleurs directrice de l'UMR Droit, Religion, Entreprise et Société à l'Université de Strasbourg et l'une des 3 coordinatrices de l'Institut thématique interdisciplinaire IT Makers, la fabrique de la société européenne, Université de Strasbourg. Elle est également coordinatrice du réseau académique transnational Trade Union Rights. Dans ses travaux, Mélanie Schmitt s'intéresse notamment au droit européen de la non-discrimination religieuse au travail et sur ses interactions avec le droit français. Je cite 2 publications récentes. La plus récente, un droit spécifique de la discrimination religieuse au travail, c'est un article dans la semaine sociale l'AMI, supplément 21-18 en 2024, et un article coécrit avec Nicolas Moisard
la CJUE et la visibilité des femmes musulmanes voilées au travail dans Droit ouvrier en novembre 2022. L'axe suivant traite de la lutte contre la discrimination dans le champ associatif. Il sera traité par Françoise Culti de l'UNISTRA, toujours. Elle est ingénieure de recherche au CNRS, membre de l'UMF Droit, Religion, Entreprise et Société de l'Université de Strasbourg. Elle est co-directrice de la revue du droit des religions. Ses travaux portent notamment sur le droit de l'Union européenne et de la Convention européenne en lien avec les convictions, activités et organisations religieuses. Parmi ses dernières publications, la jurisprudence, un article, la jurisprudence de la Cour européenne, de la Cour de justice de l'Union européenne en matière religieuse, une nécessaire contextualisation. Dans un ouvrage dirigé par Gonzalez, la construction prétorienne d'un droit européen des religions, 30 ans après. Copinatis contre Grèce, et c'est paru en 2024. Et puis également un autre article, la Cour européenne des droits de l'homme, l'animal assommé et les hommes pieux, acte 3, donc dans la revue du droit des religions, novembre 2024. L'axe suivant de ce groupe de recherche porte sur la laïcité en tant qu'elle est génératrice d'égalité et de discrimination. Ou de discrimination. Il sera traité par Lorraine Bakir, de l'UNISTRA toujours. Lorraine est ingénieure de recherche au CNRS, membre de l'UMR Droit, Religion, Entreprise et Société, Université de Strasbourg. Elle s'intéresse au rapport entre droit et religion, en particulier au prisme des libertés fondamentales, par exemple la liberté de religion et la liberté d'expression. Ces travaux portent également sur les tensions entre discours politique et texte juridique. Parmi ces dernières publications, un article, Les valeurs de la République comme nouvelle configuration des rapports de l'État aux croyants musulmans, dans un ouvrage collectif L'Islam et service public, aux presses universitaires de Strasbourg, à paraître, ou encore un autre article, Du discours au droit, gommer la posture orientaliste qui motive les restrictions de la liberté de religion, dans la revue du droit des religions, à paraître en mai 2026. Voilà pour les contributeurs du groupe de recherche 1. Vous allez maintenant avoir un temps pour vous exprimer. Combien est-ce qu'on dit 10 minutes par personne maximum? 6 minutes par personne maximum, parce que voilà, 6 minutes par personne maximum, donc essayez de garder le temps. Je fais le micro. Et en marche. Bien. Merci Françoise pour cette présentation. Voilà, je vais commencer par les soubassements historiques de notre groupe de travail, puisque je m'occuperai de travailler sur les modèles de gestion du pluralisme religieux par les États et les sociétés du passé, en reliant cette profondeur historique aux enjeux du présent, et surtout aussi en insistant sur la pluralité et la diversité de ces modèles. Alors, le fait de collaborer avec des juristes, ce dont je suis très heureux, va servir d'aiguillon pour justement recentrer des travaux historiques sur des questions de normativité, c'est-à-dire sur l'évolution des modèles normatifs dans une démarche diachronique, mais aussi dans une démarche comparatiste, en sortant aussi des modèles européo-centrés. Il y aura aussi un aspect structurant, parce qu'on n'en a pas parlé, une des vocations de Religis, c'est aussi de restructurer le paysage de la recherche. Et l'aspect structurant de ces travaux, ça va être aussi sur le site de Lyon, de faire collaborer en premier lieu des unités de recherche, c'est quand même la pierre de base de la recherche, autour de ces thématiques, comme le SIAM, donc laboratoire de médiévistique, dont je suis directeur adjoint, le LARA, qui est tourné vers l'histoire moderne contemporaine, mais aussi l'Institut d'Asie orientale.
Et un premier résultat de Religis, ça a été disons, d'entamer de nouvelles discussions sur la collaboration à l'échelle du site de Lyon autour de ces recherches sur le fait religieux. Le deuxième résultat, ça a été de faire entrer mon UMR, le SIAM, dans la fédération de recherche de l'ISERN, l'Institut supérieur d'études des religions et de la laïcité, qui couvre maintenant tout le panorama, disons, des études historiques et en sciences humaines et sociales sur le site de Lyon. Alors, l'axe dont je m'occupe va donc regrouper une série de rencontres scientifiques autour des grands modèles historiques de gestion du pluralisme religieux, en commençant, donc ça sera le premier étage, sur les modèles impériaux sous la forme de journées d'études qui seront proposées aux agrégatifs qui, en histoire, travaillent sur l'impérialité, et aussi, je l'espère, dans le cadre de la formation continue, aux enseignants du secondaire. Le cahier de charge des intervenants sera aussi de travailler sur l'interprétation de ces modèles politiques et normatifs anciens comme un enjeu de définition des relations interreligieuses dans l'historiographie, mais aussi dans le domaine de la sphère politique et civique au XXe et XXIe siècle. Par exemple, le modèle de la VIMA, quelles ont été ces relectures historiques au cours de l'époque contemporaine. La condition des minorités est en effet devenue un baromètre politique de la nature des régimes dès le siècle des Lumières, puis c'est devenu le baromètre de l'état de droit à partir du XIXe siècle. Ainsi, on peut prendre un exemple de ce type de démarche. Le mythe historiographique de la convivencia qui fait d'Al-Andalus un paradis de tolérance, de Cordoue un havre de paix pour les trois religions, repose tout d'abord sur un contresens historique qui a été bien démontré, parce que tout d'abord, il n'y a pas de spécificité andalouse. Al-Andalus suivait simplement un modèle commun d'application du statut de la VIMA. Et au contraire, l'Occident musulman s'est caractérisé par une situation de rupture à l'égard de la politique à l'égard des minorités, puisque sous les Almohades, une série de mesures vont aboutir à des conversions forcées et à la fin de la présence du christianisme statutaire sur ces territoires. Bon, en dépit de ce contresens historique, ce sont les Lumières qui ont fait d'Al-Andalus un paradigme de tolérance contre la logique persécutrice, selon les hommes des Lumières, de l'Inquisition et de l'Église. Donc, le recours à l'exemple de l'Espagne musulmane, à partir du siècle des Lumières, est devenu une arme de guerre des hommes des Lumières contre l'Église. À la fin du XXe siècle, sous la plume de l'américaine Maria Rosa Menoccal, Al-Andalus va devenir un synonyme d'une société cosmopolite, ouverte, multiculturelle, multiculturaliste, un thème qui va être relayé assez largement par les médias, par l'opinion publique, par les associations, et puis bientôt par l'éducation nationale, disons, pour promouvoir un modèle commun, disons, de coexistence pour les citoyens désormais issus des trois religions. Ce modèle a été totalement retourné à partir des années 1990 et on assiste à un modèle académique inverse, relayé aussi par différents médias jusque dans l'opinion publique. C'est le modèle inverse de la vimitude qui a été forgé par l'essayiste Batior à partir du terme forgé par Achir Gemayel dans les années 1980. Et donc, ces modèles historiographiques qui ont des applications dans la sphère civique, associative, journalistique,
reflète bien donc les enjeux en fait de la définition de ces modèles de coexistence et de normativité. Vous voyez donc que l'examen du passé sert aussi finalement à comprendre le présent. Le deuxième étage sera une réflexion sur les modèles normatifs appliqués dans les empires coloniaux et les États-nations, en s'attachant aussi à la continuité ou non des modèles mis en place à l'époque coloniale. Puis, on espère, et là je le dis, c'est un programme, c'est un projet, et que je ne mènerai pas seul, je n'en suis pas compétent, donc je ferai appel aux collègues compétents et puis à ceux qui le veulent bien. Le dernier étage serait de réfléchir aux modèles les plus récents, aux modèles post-séculiers qui commencent à se dessiner. En lien avec ce thème, il y aura aussi donc, une réflexion diachronique sur les formes et les signes de discrimination produits par ces modèles, qu'ils soient ouvertement discriminatoires, c'est le cas des modèles prémodernes, ou bien qu'ils prétendent à la non-discrimination. Cette réflexion s'accompagnera aussi d'une réflexion centrée sur l'espace asiatique menée par l'IAO, où il sera question des modèles mis en place par les États post-coloniaux pour le thème de la gestion de la diversité religieuse, notamment en Indonésie. Enfin, un autre chantier de recherche sera connexe. Il portera sur la déviance religieuse en tant que construction sémantique, tout d'abord, puis en tant que construction politique et sociale. Et ce chantier sera lancé en collaboration avec ma collègue Valentina Toneato, spécialiste de littérature patristique et du Haut Moyen-Âge, qui envisage à terme d'en faire un projet ANR comparatiste couvrant au moins l'Antiquité tardive et l'époque médiévale et englobant les mondes chrétiens et les mondes islamiques. Nathalie Cyril, parole à vous. Merci beaucoup, chère Françoise. Je vais vous présenter l'axe l'entreprise comme portée d'une recherche, porte d'entrée parmi les étages sur les discriminations. Alors, l'objet de cet axe est la régulation de l'expression religieuse en entreprise. Dans cet espace où s'exercent des rapports de pouvoir dits asymétriques entre l'employeur et les salariés, l'expression des conditions religieuses de ces derniers, de ces salariés, suscite de multiples problématiques juridiques, renforcée dans le contexte sociétal actuel marqué par la diversité culturelle et cultuelle et les tensions intra-religieuses ou entre religions ou entre religions et plus largement les discours politiques, voire les discours juridiques. C'est sous l'angle du principe juridique de l'interdiction des discriminations liées à la religion que cet axe entend interroger les outils et les concepts du droit permettant de lutter contre ces discriminations. Les convictions religieuses en tant que telles font en effet partie des motifs discriminatoires interdits par le droit, que ce soit le droit européen ou le droit français. Par motif interdit, on entend en droit un motif sur lequel, en l'occurrence, l'employeur ne peut pas valablement fonder ses décisions, ses stratégies ou les pratiques au sein de son entreprise. La discrimination liée à la religion est donc interdite en principe. Et la régulation, qu'elle soit d'origine européenne, Union européenne ou Conseil de l'Europe, c'est-à-dire Convention européenne des droits de l'homme, ou encore les lois nationales, comme les lois françaises, encadrent les pouvoirs des employeurs, les pouvoirs de régulation des employeurs en la matière. Et l'outil principal de cet encadrement, c'est le principe d'interdiction des discriminations
liées à la religion dans le cadre du travail et de l'emploi. Ce principe juridique se combine avec un autre principe très important en droit, qui est la liberté de religion, qui est reconnue à la fois dans la société, mais aussi à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est notamment cette articulation-là qui va nous intéresser dans le cadre de cet axe. Également, l'employeur dispose lui aussi de droits fondamentaux, la liberté d'entreprendre, qui comprend le pouvoir d'organiser l'activité économique et l'entreprise, et le travail, pardon, notamment au moyen de ses décisions individuelles, mais aussi en exerçant son pouvoir normatif qui lui est reconnu par le droit, c'est-à-dire le pouvoir d'édicter des règles de comportement, de discipline au sein de son entreprise et de les imposer à l'ensemble de ses salariés. Là encore, ce pouvoir normatif, il est reconnu par le droit français et également par le droit de l'Union européenne, au prisme de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Depuis, encore davantage depuis le début des années 2000, les situations de conflit entre ces droits et ces pouvoirs se multiplient et se diversifient au sein des entreprises privées comme des entreprises publiques d'ailleurs. Et les contentieux français et européens ont alors sans surprise suivi ce mouvement de conflictualisation, avec pour résultat que la jurisprudence qui en est résultée, les positions prises à la fois par les juges français mais aussi européens, ont fait évoluer, ont donné lieu à un durcissement dans l'encadrement législatif. Et donc, particulièrement, c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de cet axe. Au cœur de notre analyse se trouve la régulation privée, c'est-à-dire donc celle qui émane de l'employeur, la régulation privée de l'expression religieuse en entreprise, particulièrement encadrée par, ou plutôt particulièrement admise par la loi française de 2016, qui est venue autoriser les employeurs à insérer dans leurs règles internes, par le règlement intérieur, la possibilité d'imposer une règle de neutralité convictionnelle à l'ensemble des salariés. Et c'est la mise en application de cette faculté offerte par le législateur qui nous intéresse dans le cadre de cet axe et que nous souhaitons d'abord observer et ensuite analyser. Donc, pour ce faire, nos travaux associent des chercheuses et chercheurs, évidemment, j'y reviendrai, mais aussi des autorités publiques pertinentes, le défenseur des droits, l'inspection du travail, on espère le ministère de la Justice, qui devrait nous être très utile pour arriver à collecter ces règlements intérieurs portant les clauses de neutralité, mais aussi l'ORIB, par exemple, qui est l'Observatoire régional de l'intégration et de la ville du Grand Est, qui s'occupe de la politique de lutte contre les discriminations. Ce que nous souhaitons faire, d'une part, c'est analyser ces règlements intérieurs, donc les clauses de neutralité, pour identifier les entreprises, les types d'entreprises concernées, les secteurs, le positionnement des différents acteurs, employeurs, représentants des salariés, organisations syndicales sur ces clauses, aussi analyser évidemment leur formulation juridique, parce que nous sommes juristes, et aussi évidemment en conséquence leur portée concrète au sein des entreprises pour mesurer le degré d'atteinte à l'expression religieuse dans l'entreprise. D'autre part, nous analyserons le contentieux pour identifier les arguments produits par les acteurs alors devant les juges ou le défenseur des droits. Quels outils, quels concepts juridiques sont mobilisés, quels arguments aussi non juridiques sont produits par ces acteurs, quel rôle peut jouer cet organisme tout à fait particulier qu'est le défenseur des droits, avec lequel nous allons poursuivre la collaboration dans le cadre de cet axe, quel peut être son rôle dans la promotion de certains arguments, de certains concepts, y compris devant les juridictions françaises, et là particulièrement le concept qui nous a intéressés déjà lors du premier événement que nous avons déjà organisé,
le 16 septembre dernier, nous avons organisé un séminaire de travail et de réflexion autour de la discrimination intersectionnelle liée à la religion et au sexe, donc précisément dans les contentieux qui est le plus important actuellement, celui des discriminations subies dans le cadre du travail ou de l'emploi par les femmes musulmanes portant le voile. Nous avons échangé autour de cette notion de discrimination intersectionnelle qui n'est pas encore reconnue par le droit français, mais par d'autres droits étrangers, comme le droit belge, par exemple, et également de l'apport qui pourrait être celui du concept d'intersectionnalité pour la lutte contre les discriminations religieuses, notamment, voilà, ainsi que voilà, comment ce concept peut améliorer la gestion de la diversité convictionnelle dans les entreprises. Merci, Mélanie. La parole est maintenant à Françoise Petit. Moi, je vais évoquer un projet toujours en cours de réflexion et d'élaboration qui concerne la lutte contre les discriminations dans le milieu associatif. Cette fois, l'envie de travailler sur le champ associatif est née des échanges que Lorraine Bakir et moi-même avons avec des responsables et des salariés d'associations plusieurs fois par an, salariés et responsables que nous rencontrons dans le cadre de la formation Valeurs de la République et laïcité qui est déployée dans la région Grand Est. Alors, avant chaque séance, ces formateurs, ces formatrices nous font remonter des interrogations auxquelles elles sont confrontées dans leur pratique professionnelle au sein d'associations qui proposent des activités sociales, éducatives, culturelles, sportives, donc un champ associatif assez divers. Ces questions, on vous en dit quelques-unes parmi d'autres, sont par exemple, peut-on imposer le principe de neutralité religieuse aux animateurs d'un centre de loisirs ? Ou est-ce qu'un financement public versé à une association qui accompagne des femmes implique des obligations en termes de laïcité? Ou encore, est-ce que la CAF, la Caisse d'allocation familiale, peut agréer une association d'origine professionnelle qui organise des camps de vacances? Ces questions assez diverses et relativement fréquentes rendent compte d'une certaine empreinte dans les structures associatives des discours sur la laïcité et la neutralité, alors que ces structures ne sont a priori pas concernées par l'application du principe juridique de laïcité, puisque ce sont des organismes privés. Mais comme dans d'autres espaces, des situations très diverses sont appréhendées avec une grille de lecture influencée par ce qu'on appelle la laïcité narrative, pour aller très vite. On s'aperçoit en outre que les règles de droit ne sont pas suffisamment claires et lisibles pour constituer un outil véritablement opérationnel pour les acteurs qui souhaitent résoudre des divergences, et notamment des divergences entre droit et valeurs. Je pense d'ailleurs que pour nous, juristes, il est important que nous analysions davantage la réception, mais aussi la non-réception des règles de droit sur le terrain. Alors, on sait par ailleurs que les questions liées à la laïcité sont depuis longtemps centrales dans une grande partie du secteur associatif, puisque le mouvement d'éducation populaire, notamment, s'est historiquement créé autour d'un projet laïque qui visait notamment à promouvoir des valeurs d'ouverture, de diversité sociale et culturelle, et également à promouvoir une certaine émancipation par l'éducation. On peut renvoyer des tas de travaux, évidemment ceux d'Anne Ancien sur la Ligue de l'enseignement, ceux de Laurent Besse sur les mouvements MJC. Cependant, à travers les questionnements qui nous parviennent des professionnels, des associations, on perçoit une sorte de décalage, en tout cas une sorte de tension entre, d'une part, la promotion de l'ouverture au pluralisme qui figure au cœur de leur engagement et de leur statut, bien souvent, et d'autre part, une certaine réticence sur le terrain vis-à-vis de l'expression des convictions religieuses et très clairement, en particulier, des convictions liées à l'islam. La neutralité d'ouverture peut glisser vers une neutralité d'abstention qui est perçue comme un moyen, en fait, d'éviter des problèmes. Problèmes qui, la plupart du temps, n'ont même pas commencé à émerger. Cette tendance à l'extension de la neutralité est renforcée aussi par la tentation, je dirais, de certaines collectivités locales de conditionner de plus en plus fréquemment leurs subventions aux associations à un certain alignement idéologique de celles-ci, à travers notamment la signature du contrat d'engagement républicain qui est devenu obligatoire en cas de financement public.
Via le CER, via le contrat d'engagement républicain, les collectivités tentent d'imposer aux associations le respect de valeurs de la République qui sont assez mal définies, voire le respect d'une laïcité qui elle aussi est mal comprise. On pourrait évoquer aussi encore la confusion qui est entretenue entre mission d'intérêt général et mission de service public. Il y a beaucoup de flou autour de ces questions. Donc on assiste in fine à une demande de neutralité religieuse qui se banalise et qui est potentiellement, et Julien, donc vectrice de discrimination envers les salariés des associations, mais aussi envers les bénévoles, voire envers le public qui sont accueillis. Donc dans le cadre de ce projet qui est encore en cours de réflexion, en tout cas, il s'agit d'abord de documenter cette extension de la demande de neutralité dans les associations, puis d'articuler les notions de neutralité et laïcité avec celles d'égalité et de liberté. L'idée, c'est d'essayer de déplacer le regard pour promouvoir justement le principe, j'allais même dire la culture de la non-discrimination au sein des pratiques et des politiques associatives, avec comme objectif évidemment principal de prévenir les discriminations. Alors concrètement, il est prévu que nous travaillions en partenariat avec l'Observatoire régional de l'intégration et de la ville, l'ORIV, qui est un partenaire avec qui nous collaborons déjà et qui est notre relais auprès des associations. La méthode, là encore, reste à définir collectivement, mais on en a parlé hier. L'idée, ce n'est pas de délivrer des expertises juridiques de façon verticale, mais bien de travailler dans une logique de co-construction avec les professionnels associatifs, de s'appuyer sur une démarche vraiment pragmatique pour essayer d'établir des positionnements et des pistes d'action en matière de lutte contre les discriminations qui puissent être cette fois utilement mobilisées par les acteurs. Merci. Continue donc avec le papier. Merci. Donc, moi, ce sera le troisième axe juridique de ce groupe de recherche. Donc, c'est un axe qui s'intitule laïcité, vénérative d'égalité ou de discrimination. Donc, ça, c'est vraiment une réflexion qui se situe à la frontière entre notre groupe de recherche, donc le 3.1, et le groupe de recherche 3.2, qui concerne plus directement la laïcité. Donc, cette réflexion, elle va suivre chronologiquement les réflexions qui viennent d'être exposées sur l'entreprise ou les associations qui ont pour chacun de ces espaces des considérations et des règles juridiques qui leur sont propres. Donc, l'idée, ça va être un petit peu d'aller un peu plus loin et d'avoir un peu une réflexion générale sur finalement cette tension qu'on peut percevoir du principe de laïcité, puisque la laïcité inclut juridiquement la protection de l'égalité entre les cultes et a fortiori de l'égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur conviction religieuse. Mais dans les faits, il peut arriver que cela conduise à des exclusions ou à des formes de discrimination. Donc l'objectif de cet axe-là, ça va être vraiment d'interroger cette contradiction, de comprendre quels sont les aspects de la laïcité qui permettent plus d'égalité et quels sont les aspects de la laïcité qui, au contraire, sont susceptibles de générer des inégalités. Alors, les constats que nous avons dressés pour le moment, c'est que d'un côté, au niveau des autorités locales, elles s'efforcent d'assurer en tout cas une égalité entre les cultes. L'exemple des cantines, je regarde Anne Fordereau qui a plutôt travaillé sur ces questions, la question des cimetières, des lieux de culte aussi. Donc là, on voit que des aménagements finalement peuvent être mis en place pour traiter équitablement toutes les religions. Et puis de l'autre côté, on a une laïcité qui peut créer des exclusions ou des discriminations de fait. Je pense évidemment aux lois qui concernent la question des signes religieux, puisque bien qu'elles visent effectivement les signes religieux ou les signes convictionnels, en général, ça vise dans les faits le port du foulard. Donc, nous allons avoir deux axes. Le premier axe va consister à revisiter la notion de compromis, la notion d'aménagement, en partant du constat que dans la pratique, la laïcité a toujours comporté finalement des ajustements, que ce soit dans les communes ou dans l'armée. Donc l'idée, ça va être de relire la laïcité à la lumière de ces ajustements et évidemment à la lumière aussi des accommodements raisonnables qui sont beaucoup plus explicites au Canada, que finalement, nous, en France, on fait un petit peu comme ça dans la pratique au niveau local, mais on n'a pas véritablement qualifié, on n'a pas objectivé un petit peu toutes ces pratiques. Donc ça va être vraiment un premier axe de travail. Le second axe va plutôt porter sur la fabrique du droit. Donc je le disais,
on part vraiment du constat que certaines lois peuvent avoir pour origine, donc dans les discours et dans les effets, le port du foulard, mais le texte de loi lui-même est neutre. Donc on a une espèce de dissonance dans ce domaine-là sur la question spécifique des signes religieux. Et donc il me semble intéressant ici d'interroger finalement les processus de fabrication de la loi, vraiment la fabrique du droit, et puis de penser finalement aux garde-fous qui pourraient éviter cette situation. Quels sont alors, peut-être pour prendre les choses dans l'ordre, peut-être rappeler simplement qu'une loi dans un état de droit ne peut pas viser un groupe de personnes en raison de son genre ou de sa religion, puisqu'évidemment, ce serait contraire à la Constitution et aux conventions européennes et internationales. Donc finalement, je le disais, le texte est neutre, mais les effets sont bien présents. Donc l'idée, ça va être un petit peu de questionner comment est-ce qu'on évite cette situation. Peut-on améliorer le processus d'élaboration des lois pour que celles-ci, finalement, ne génèrent pas d'inégalités? Alors, je vais prendre 3 exemples. Encore une fois, c'est vraiment le début de la réflexion, hein. Donc, je vais juste donner 3 exemples un peu comme ça. Je pense aux études d'impact. Est-ce qu'on pourrait les rendre obligatoires ou est-ce que c'est trop tabou? Deuxième exemple, est-ce qu'on pourrait questionner ou, consulter les personnes concernées? Voilà, c'est une vraie question, hein, que ce soit finalement en matière de religion ou dans plein d'autres domaines, c'est une question qu'on peut se poser. Troisième exemple, qui est un tout petit peu plus développé, c'est la question de la qualité du débat démocratique. Ce troisième exemple-là, on a prévu de solliciter des chercheurs de l'Université de Gand qui travaillent sur cette question de la qualité du débat démocratique, qui ont eu l'occasion de défendre cette question devant la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre des tierces interventions. Donc voilà, il y a déjà des réflexions qui existent finalement, qui n'ont pas abouti pour l'instant, mais l'idée, ça va être un petit peu de faire le point sur ce qui existe et pourquoi pas approfondir ces propositions. Donc de façon très concrète, l'idée, ça va être d'assurer dans un premier temps un séminaire de recherche, puis un colloque, et puis dans l'idéal, un ouvrage collectif qui serait à la fois scientifique et prospectif. Voilà, ça c'est vraiment un point qui me semble important sur cette question-là, d'aller un petit peu au-delà des constats et de se demander comment on peut faire finalement pour être un peu plus efficace sur ces questions-là. Pour résumer en 3 points, donc premier point, les notions. Donc on va s'intéresser à la notion d'égalité, principe de non-discrimination, laïcité, voir un petit peu ce qu'on peut faire de tout ça. Deuxième point, l'objectif est double, analyser les contradictions du système actuel et proposer des pistes d'amélioration qui soient réalistes, à la fois sur le terrain juridique, mais aussi institutionnel. Il me semble que la question du chemin parlementaire est très intéressante sur ces questions-là. Et troisième point, pour conclure, l'idée, voilà, c'est en fait de ne pas voir la laïcité comme un principe figé, c'est un principe vivant qui doit pouvoir évoluer, qui inclut l'égalité entre les cultes juridiquement. Et donc l'idée, ça va être un petit peu de redynamiser un peu ce principe et de sortir de quelque chose de très figé ou de réexpliquer aux gens ce que ça veut dire la laïcité. Voilà, c'est d'apporter un petit peu plus de, peut-être une approche un peu plus critique sur ces aspects-là. Merci beaucoup à tous les représentants de ce groupe de travail. Vous avez parfaitement tenu le temps. On bouillonne de questions, j'imagine, dans la salle. En tout cas, j'en ai pas mal aussi à poser, mais je pense que méthodiquement, on va continuer l'exploration de la table ronde en passant à l'axe au groupe de recherche qui est un groupe donc, qui travaille sur religion, politique et laïcité, en particulier sur le modèle français de laïcité dans sa dimension historique et contemporaine. Pierre-Jean Souriac de l'Université Lyon 3 assurera la modération particulière de ce groupe de recherche. Il est maître de conférence HDR à l'Université Jean Moulin de Lyon 3 et adjoint du LARA. Il travaille sur les conflits religieux du XVIe siècle en France, les modalités des affrontements entre catholiques et protestants, ainsi que les processus de pacification. Sa thèse a porté sur les conflits religieux dans le milieu de la France. Plus récemment, il a travaillé sur l'écriture de l'histoire face aux conflits religieux et a co-dirigé une publication sur la mémoire de Paolo Sarpi. Son engagement dans Religis est associé à un projet de travail sur les formes de radicalité religieuse. Il a été très sobre dans sa présentation bibliographique, ce qui fait que je ne peux pas citer autre chose et je le regrette. On entendra ensuite Valentine Zuber qui organisera aussi la parole dans la table ronde.
Valentine est professeure à l'université PSL, directrice d'études à l'école pratique des hautes études, titulaire de la chaire Histoire comparée des laïcités 17e, 21e siècle. Membre statutaire du laboratoire de recherche HISTARA de l'EPHE et membre associé au GSM. Historienne de formation, elle s'est d'abord spécialisée dans l'histoire de la tolérance religieuse et du pluralisme en Europe. Elle a particulièrement travaillé sur les formes prises par la laïcité en France et dans le monde. Elle s'intéresse aux rapports historiques entretenus entre le christianisme et les droits de l'homme. Elle travaille enfin sur les paradoxes de la défense de la liberté de religion et de conviction dans le monde, dans le cadre de l'universalisation des droits humains. Elle a oublié aussi qu'elle anime la vigile de la laïcité et autre chose. Elle a publié pas moins de 9 articles en nom propre. Je ne cite que les plus récents. Les droits humains, qu'est-ce que ça change? À Genève, chez la Fides, en 25. Et avec Blandine chez Dupont, qui est dans la salle aussi, Géopolitique des droits humains au Cavalier Bleu en 24. Et aussi la laïcité en débat, au-delà des idées reçues, il est à sa 3e édition en 2023. Il est paru d'abord en 2017. Michel Nial. Bonjour Michel. Se connaît depuis 50 ans. Ça ne nous rajeunit pas, mais bon, on peut dire les choses. De l'Université de Montpellier 1, traitera des mutations récentes du droit de la laïcité. D'abord, sur le plan professionnel, Michel Nial est professeur émérite de droit et de sciences politiques à l'Université de Montpellier. Il est le fondateur, qui a été le directeur du département de Sciences Po de cette université, vice-président de la section sciences politiques au CNU. Par ailleurs, sur le plan de la société civile, il est le président départemental et vice-président régional de la Ligue de l'enseignement, ancien vice-président national de la Ligue de l'enseignement, chargé de la laïcité, ancien président de Montpellier Danse et actuel secrétaire du FRAC Occitanie. Parmi ses publications, une très connue qui a donné lieu à de multiples traductions et rééditions, c'est l'Introduction critique du droit, dont la première édition est chez Maspero, Feu Maspero, en 1976, avec des traductions y compris en arabe. 2 petits livres intitulés La laïcité, chez Dalloz, pour sa 5e édition en 2025, et chez Dalloz encore, Les mots-clés de la citoyenneté en 2018. Et en préparation, un texte, un titre énigmatique, que tu pourras peut-être commenter, La laïcité au long de la vie, pour 2026. Vincent Génin est le dernier contributeur de ce groupe de recherche, travaillera sur l'histoire de la loi de 1905 et son suivi depuis son adoption. Vincent est titulaire d'une thèse de doctorat en histoire contemporaine de l'Université de Liège et d'un diplôme postdoctoral de l'École pratique des hautes études, section des sciences religieuses, sous la direction de Valentine Zuber en 2020, et d'une habilitation à diriger les recherches, soutenue sous la garantie de Philippe Tourtier en 2022. Je coupe un peu. Depuis plusieurs années, il a resserré ses recherches sur la sociologie historique des laïcités et l'épistémologie des sciences religieuses. Il a écrit un livre intitulé L'éthique protestante de Max Weber et les historiens français, 1906-1979, l'élevage chez Paul, et il a publié en 2024 au PUF un livre important, je crois, issu de son HDR, Histoire intellectuelle de la laïcité, de 1920 à nos jours. Depuis 2023, il est rédacteur en chef de la revue Les études sociales. Voilà, les membres de notre groupe de recherche qui va enchaîner ce qu'on a dit sur la laïcité avec un autre point de vue, historique, juridique, sciences politiques, comme vous le voudrez. Nous vous écoutons, donc pareil que précédemment, un temps mesuré, 6-8 minutes par personne. On va répartir autrement, mais d'accord. Par la suite. Voilà, je note. Nous sommes 13h30. Ça marche? Je ne pense pas. Je veux bien l'autre micro. Pour le secouer, ça va. Ah oui. Voilà, donc le groupe 3.2 est un groupe qui est piloté, vous n'avez pas tous les pilotes autour de la table, donc qui est piloté par Valentine Zuber, quand vous a présenté moi-même, ainsi que Julien Léonard,
qui est historien à l'Université de Nancy, par Anthony Feneuil, qui est théologien de l'Université également de Lorraine, et par Anne-Laure Lunowski-Salon, qui est juriste à l'Université de Lyon 3. Donc, tous les cinq, en fait, notre démarche a été d'essayer d'agglomérer dans nos établissements et nos divers réseaux tous les projets de recherche autour de la question politique et religion, dans un dialogue interdisciplinaire, puisque dans le groupe 3.2, on va retrouver des historiens, des juristes, des théologiens, des littéraires, notamment de civilisation arabe. Et autour de ces différents projets qui nous sont remontés, nous avons orienté nos travaux autour de 4 axes. Le premier axe, c'est les 120 ans de la loi de 1905, qui va faire l'objet du développement spécifique de cette table ronde. Nous avons un deuxième axe qui, dans le titre, est regard sur la neutralité dans les espaces publics, et je pense que c'est bien de discuter entre nous lors de cette table ronde, parce que je pense qu'il y a beaucoup de points communs, même si, voilà, mais en tout cas, ça fait écho, y compris les actions qu'on a menées. Un troisième axe autour des notions de fondamentalisme, radicalité, fanatisme, dans une société pluraliste qui irait du Moyen-Âge jusqu'au XXIe siècle, et travailler sur ces notions et sur ces mots, sur ce mot de la radicalité qui n'a pas le même sens selon les périodes, et son évolution et le regard qu'on peut porter dessus. Et enfin, un quatrième axe sur le post-séculier et les nouvelles reconfigurations politico-religieuses aujourd'hui, notamment avec les usages du religieux dans les régimes libéraux et la réintroduction du politique dans le religieux. Mais le choix qu'on a fait pour cette table ronde, c'est vraiment d'orienter des discussions d'aujourd'hui sur les premiers projets qu'on met en œuvre, puisqu'ils sont déjà mis en œuvre depuis septembre, autour des 120 ans de la loi de 1905. Et ce sera donc l'objet, on va faire un focus sur cet objet-là. Merci Pierre-Jean. Juste quelques mots pour ajouter. Effectivement, nous avons retenu 3 projets concernant cette commémoration des 120 ans de la loi de 1905. Le premier, c'est l'achat d'une exposition, le grand livre de la laïcité, qu'on va mettre à la disposition du consortium, bien sûr, et qui pourra tourner. Le deuxième, c'est le colloque de lancement d'une entreprise ambitieuse qui est le code de la laïcité et du fait religieux. Donc, il y a un colloque de lancement qui aura lieu le 20 novembre 2025 à Lyon 3. Et enfin, un colloque de commémoration des 120 ans de la loi du 9 décembre 1905 qui est organisé effectivement en collaboration École pratique de hautes études et la Vigie de la laïcité, qui est une association de veille et d'expertise sur la laïcité. Ce colloque aura lieu le 6 décembre 2025 et aura lieu à Paris, à la Grande Loge de France, qui vous accueille dans son bel espace. Et 2 tables rondes se succéderont. Une première consacrée à l'histoire et aux évolutions récentes de la laïcité en France. Donc, on va déjà voir un avant-goût tout à l'heure. Et la deuxième table ronde qui nous importe tout particulièrement a trait aux différentes laïcités, guillemets, aux autres laïcités étrangères. Et nous aurons des présentations par d'éminents spécialistes étrangers, Roberto Blancart pour le Mexique, Caroline Sagesser pour la Belgique, Gabriel Avalante pour l'Espagne, Denis Lacombe pour les États-Unis, David Coussins pour le Canada. Donc on va avoir une riche table ronde sur les laïcités ailleurs qu'en France. Et donc on va un petit peu plus loin, si vous voulez, que le cadre qu'on s'est fixé tout particulièrement, mais on ouvre un petit peu. Je donne maintenant la parole dans l'ordre à Vincent Génin puis à Michel Niaille. Vincent Génin, donc, qui est, on vous l'a dit tout à l'heure, historien des idées, et qui a beaucoup travaillé sur la laïcité, mais aussi la laïcité française telle qu'elle s'exprime. Et donc, nous avons un petit peu dérogé à l'organisation de ces présentations en lui donnant un peu plus de temps pour développer son propos et rentrer un petit peu dans le vif du sujet scientifique.
Et ensuite, nous écouterons Michel Biaille sur les évolutions récentes d'un point de vue juridique de la laïcité française. Bien. Bien, merci beaucoup. Donc, faites-moi signe vraiment pour m'arrêter, mais j'ai quand même l'œil sur l'heure. Ravi D'être parmi vous aujourd'hui, vous m'entendez bien? Voilà, oui. Très bien. Alors, oui, non, ce que je souhaite très brièvement vous exposer, peut-être que ça peut être défini dans le cadre de ce groupe de travail, c'est des réflexions à propos autour de ce principe de laïcité qui a tendance, et c'est un objet d'étude déjà en soi, à devenir très souvent une valeur chez certaines, chez certains. Et ma collègue ici, tout à l'heure, en effet, à juste titre, émettait la question de ces fameuses valeurs républicaines qui sont invoquées depuis déjà un bon moment, qui pénètrent le droit aussi, je reviendrai un petit peu, depuis une récente période, et qui sont mal définies ou peu définies. Et le propre de ce flou, je crois, doit être investigué, traité, et de manière extrêmement claire. Un exemple récent, et puis après j'envoie sur 1905, ce matin, je lisais qu'en Belgique, puisqu'il paraît que je suis belge, qu'il y a une association de droits de l'homme qui a attiré l'attention sur le fait que le projet de loi en cours sur les associations avait le projet de réduire la liberté associative en Belgique. C'est un observateur des droits de l'homme en Belgique qui l'a souligné, en disant que ce projet de loi voulait restreindre la liberté d'association qui serait radicale, etc., etc. Ce qui semble tout à fait acceptable, bien entendu. Seulement, ce mot de radical n'est pas défini du tout. Et en un sens, plusieurs syndicats en Belgique s'inquiètent beaucoup de l'extension par un gouvernement très à droite en ce moment de cette notion de radical. Qu'est-ce que ça veut dire? La question de la définition, tout simplement. Ça peut dire beaucoup de choses. Le problème de définition qui nous ramène aux valeurs républicaines, notamment, et qui habite beaucoup ce principe de laïcité aujourd'hui, pousse les chercheurs, historiens, sociologues, philosophes du politique, juristes et autres, d'interroger aussi un axe qui, pour moi, est central dans les recherches actuelles et qui, je pense, est voué à avoir de l'importance, c'est la langue aussi. La langue de la laïcité, la langue du droit et la langue de l'histoire telle qu'elle est mobilisée. Voilà. J'avais envie de commencer par ça aussi parce que la langue est au carrefour de pas mal de détournements, de resémantisation, et la loi 1905 en fait partie. On fête, comme vous le savez, très bientôt, il y aura beaucoup d'événements, il y en a déjà, les 120 ans de la loi 1905, et qui au départ, comme la plupart d'entre vous le savent, c'est une loi d'équilibre, source certes de tensions, de conflits, de liberté aussi. Hein. Alors certains au fil du temps ont vu là davantage une loi de pacification, d'autres la fin d'une guerre, d'autres le début d'une autre, et d'autres enfin le début d'un dialogue rétabli avec l'Église catholique qui peut se voir au fil du temps. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que très longtemps, les chercheurs, dans les années 1920, 30, 40, 50, 60, 70, s'intéressaient peu à 1905. Ça n'était pas le grand repère historique. On s'intéressait beaucoup aux années 1920 pour parler de laïcité. Ça veut dire quoi? L'époque où vraiment il y a eu un rétablissement des relations entre la France et l'Église catholique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant longtemps, cette laïcité a été vue, envisagée aussi, du point de vue de ces relations intimes, compliquées entre l'État et l'Église catholique. Je pense que les enjeux des recherches aussi, quelques années, c'est aussi de sortir de cette perspective tout en la maintenant parmi ces enjeux centraux. Ce que je souhaitais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de ces disciplines, il y a la pluralité des disciplines qui étudient la laïcité aujourd'hui, les laïcités, il y a une pluralité de perspectives. Et, des personnes qui m'entourent ici ont très bien travaillé cette question depuis un moment. Il y a, on le sait, des laïcités d'un point de vue juridique au sein de la France même. Il y a des régimes de laïcité ou de laïcisation à l'étranger. Il suffit d'aller en Belgique, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis. Et chaque pays a sa spécificité plus que son exception, je dirais.
Ça va, le micro? Et donc, je pense que le fait aussi, autre point, d'étudier ces spécificités est extrêmement urgent, est extrêmement central du point de vue de ces diverses disciplines. Et la loi de 1905 est, bien entendu, un moment qui permet aussi de retourner à cela et qui permet d'écouter davantage ce genre de pluralité. Juste un mot sur cette question d'exception, et dites-moi si je dois, quand je dois m'arrêter. 1 minute, 2 minutes, 3. Bon, soyons sages. Très récemment, je présentais un livre qui parle de la France. Et on me disait, mais votre point de vue belge nous est très précieux. Or, dans mon livre, il n'y a pas de point de vue belge particulièrement. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que, je parle de Belgique, mais ça m'a beaucoup intéressé parce que j'avais le rôle de l'observateur étranger qu'on m'attribue, comme une espèce de sage, ou pas d'ailleurs, qu'on écoute, mais bon, on passe à autre chose une fois que je suis parti. Et donc, je pense que là, c'est très intéressant de voir aussi à quel point il faut, dans les études, être attentif à ce genre de phénomène. Je termine assez rapidement pour peut-être donner des grands axes qui peuvent aussi nourrir ces études de laïcité aujourd'hui, qui ont été beaucoup traitées d'un point de vue d'histoire religieuse, qui doivent l'être encore, la collaboration avec les juristes qui s'intensifie et qui, je crois, doit l'être davantage. Le code de la laïcité que Valentine Zuber vient d'évoquer en est un des marqueurs, il paraît au mois de novembre. Je pense que ce sera aussi un moment. Le fait d'ouvrir aussi ces recherches sur la littérature, par exemple, des écrivains ont, au fil du temps, appréhendé cette question de la laïcité. Si vous lisez du Mauriac, si vous lisez du Thibaudet, si vous lisez du Solers, etc., ça intervient. Hein. En 89, ce sont des personnes qui sentent les choses. C'est très intéressant, très intéressant. Certains disent que ça devient un cirque, la laïcité, en 89, parce que ça devient un objet de polémique, de débat, d'une manière très intensive. Et le vocabulaire de la polémique doit aussi être étudié par nous. Je pense que c'est notre rôle. D'autres pistes, outre la langue, le droit, l'histoire, la littérature, c'est évidemment des axes comme l'entreprise, qui a été évoqué par un collègue ici, qui, je crois, doit être davantage traité qu'il ne l'est encore aujourd'hui, et peut-être, enfin, je dirais, de s'intéresser à la manière dont cette laïcité, qui est à la fois neutralité de l'État, égalité des individus, liberté de conscience, hein, c'est de voir comment est-ce que, dans le droit même, ce qui n'en faisait pas partie l'intègre aujourd'hui. Et je terminerai par ce simple exemple. Mes collègues ici ont évoqué le contrat d'engagement républicain, décret de décembre 2021, qui fait suite à cette loi qui va pas mal dans 1905, dans les lois de 1907, 8, les lois complémentaires d'accommodement. Quand vous regardez sur Légifrance, il y a beaucoup de manipulations juridiques là, qui ont été faites au fil des débats et des votes. Eh bien, ce contrat d'engagement républicain complémentaire à la loi dit clairement à la fin, il faut le lire, et puis à la fin, vous avez que toute association qui contestera l'idée du caractère laïque de la République sera, j'ai envie de dire, disqualifiée pour cette remise en question. C'est assez intéressant. Sanctionné. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a là dans le droit quelque chose qui jusqu'alors était de la valeur. Et là, on arrive à autre chose qui est, pour employer un mot un peu pédant, une axiologie qui est présente dans le droit. C'est cela, parmi beaucoup d'autres choses que je pense nous pouvons et nous devons traiter. Et Reliquis, c'est une magnifique occasion pour investiguer ce genre de domaine. Voilà, je m'arrête et je vous remercie. Merci. Oui, merci de me donner la parole, chère Françoise. Je vais essayer rapidement. Ça marche. Je vais essayer rapidement de dire que je me situe par rapport à ce qui a été dit. Ça m'a rappelé de bons souvenirs quand j'étais en exercice à l'université, au croisement en réalité de deux types d'activités. Une activité intellectuelle de recherche que je continue, en participant notamment à la préface du futur code de la laïcité, à des colloques comme aujourd'hui, ou en préparant
ce que Françoise a bien noté, un ouvrage dont le titre est un peu mystérieux, La laïcité au long de la vie. Je en découvre, je le ferai au colloque de la Vigie nationale prochainement. J'ai pris une idée qui est tout à fait simple. Et si on prenait un individu et que l'on voyait comment dans sa vie, de la naissance à la mort, il rencontre le principe de laïcité. Et on s'aperçoit que dans son inscription à l'état civil, dans l'école, dans son mariage, le choix de son métier, les activités d'engagement, jusqu'à l'enterrement, il est saisi par le principe de laïcité et différemment. Et que chaque fois, c'est des portes qui s'ouvrent, non pas se ferment. Mais comme ça, vous achèterez mon petit bouquin dans mon cas. Donc, c'est cet espace d'abord intellectuel qui me motive et qui justifie peut-être un peu ma présence ici. Et puis, je suis très investi dans des engagements qu'on a rappelés. Donc, à la Ligue de l'enseignement, j'étais vice-président national chargé de la laïcité et je continue à travailler au plan local ou régional sur ce thème. Et j'ai également créé une petite association qui s'appelle la Vigie de la laïcité 34, donc de mon département, et qui relaie et qui travaille avec les gens de la Vigie à Paris. Et donc là, c'est autre chose parce que c'est un engagement dans la vie citoyenne qui n'est pas toujours bien facile, ni bien compris, et surtout par ceux qui nous sont apparemment les plus proches. Je pense à ceux qui nous gouvernent localement. Alors, je vais ici faire état de quelques réflexions, mais rapidement. J'avais écrit quelque chose d'un peu long, mais rassurez-vous, je vais me maîtriser sur le thème qui m'avait été suggéré des mutations socio-politiques du principe de laïcité. Alors, les mutations, elles sont d'abord un effet social et politique pour pouvoir comprendre les mutations du droit sur cette question. C'est une démarche banale. Étant professeur de droit, mais surtout après professeur de sciences politiques, je ne peux pas traiter le droit sans avoir traité des mutations et des conflits qui se passent dans la société, indépendamment de toute réflexion intellectuelle. Alors, ces mutations socio-politiques, elles se manifestent à travers deux angles, semble-t-il. Un, mais ça a été dit, les transformations du religieux dans la France contemporaine, qui, par rapport à la grande idée qu'on avait dans les années 80 de la fin de Dieu et du religieux, démontre que, avec de nouvelles expressions, le religieux redevient d'actualité, pas toujours celui qu'on avait attendu. C'était pas seulement les gourous qui arrivaient avec de nouvelles religions, mais des religions aussi anciennes que l'islam, qui s'invitent dans un paysage qui n'avait pas prévu de les accueillir. Et la religion de l'islam, justement, fait un peu échec à cette idée de la déperdition du sens religieux pour des raisons évidemment très, très particulières liées à notamment l'immigration. Et cette situation fait que la religion n'est plus ce que peut-être en 1905 on avait imaginé. Elle déborde largement les codes et les habitudes de notre Occident européen, ce qui permet de comprendre comment ce qui a été fait en 1905, notamment avec Combes et surtout Briand, qui ont affronté une culture traditionnelle catholique et renouvelée aujourd'hui par la présence d'autres courants religieux, et l'islam n'est que le plus visible, mais il y en a d'autres, qui structurent différemment, me semble-t-il, la part du religieux dans la société française d'aujourd'hui. D'où la deuxième chose, les transformations politiques que ces transformations socio-culturelles ont engendrées, de manière inattendue, si vous voulez, à la fin du 19e et au début à la fin du 20e, au début du 21e siècle, on voit réintroduire la question du religieux, alors qu'on n'y était pas forcément préparé. Il semblait qu'une accalmie s'était produite depuis les années 50, même si la guerre scolaire avait ravivé quelques relents de guerre religieuse. Mais ce qui est important, c'est que, au fond, à la fin du XXe siècle, l'affaire dite de Creil, donc de ces trois petites jeunes filles qui refusent d'enlever le voile, dont la situation est réglée en 3 jours, soulève une espèce d'émoi national largement cultivé,
par des partis et par des groupements, et devient une affaire d'État qui va dominer la scène politique pendant 25 ans, jusqu'à l'adoption de la loi de 2004. Alors, c'est de manière inattendue, une manière de voir ressurgir une question qu'on pensait peut-être réglée et dont les soubresauts ont été non négligeables avec les événements liés, par exemple, au mariage pour tous. Et puis, in fine, moi, j'ai été très lié à l'affaire Babylou, qui a secoué dans l'univers des entreprises intellectuelles tout autant que sociales les certitudes avec 10 décisions de justice se contredisant, y compris au sein de la Cour de cassation, et faisant que, moi je me souviens d'avoir participé à une réunion, on me disait « Oh, ben, la seule solution, c'est de faire la crèche Babylou une entreprise de tendance ». Thème tout à fait controversé dans la jurisprudence française. Donc on en était au point d'abandonner la solution à « Oh ben oui, il y a des entreprises là, dont il faut respecter la particularité ». Et là, la particularité, c'est qu'elle est républicaine et laïque, et non pas catholique. La situation a été, à mon avis, redoublée par le fait qu'on a assisté à cette fin du XXe siècle et début du XXIe, à un chassé-croisé inattendu des positions des partis politiques. Si vous y réfléchissez, en 20 ans, les choses ont complètement changé. Les partis de droite, qui étaient classiquement plutôt favorables, évidemment, à l'Église catholique, qui avaient mené le combat scolaire contre les prétentions des laïcards, comme on disait, qui avaient soutenu, évidemment, la loi Debré en 1959, se convertissent très curieusement à propos de l'affaire de Creil, à une laïcité républicaine qu'on n'avait jamais entendue à ce point. Et que vous écoutiez M. Barrault et M. Chirac, et la commission Stasi n'a fait que le confirmer, on a vu la droite classique républicaine devenir tout d'un coup un chantre inattendu de la laïcité. Encore plus fort, l'extrême droite s'est convertie à la laïcité, pas du tout pour des raisons qui sont celles de la logique de l'organisation de la religion dans nos sociétés, mais qui se rattache à une représentation identitaire de la laïcité et de notre pays. Et donc aujourd'hui, ces deux partis à droite, le centre-droit et à l'extrême droite, ayant basculé du côté de la laïcité, laissent sans voix la gauche, qui ne sait plus que dire, empêtrée en plus dans des problèmes sur les cultures traditionnelles qu'il faudrait respecter et ne sachant plus où se mettre. De sorte que le thème de la laïcité a complètement changé de camp et d'importance. Je vais terminer par un deuxième temps sur les mutations juridiques. Je l'ai déjà un petit peu abordé. Je voudrais simplement rappeler qu'en 2005, moi je l'ai vécu, le centenaire de la loi de 1905 faisait l'objet d'un consensus complet. Si vous lisez le beau rapport que le Conseil d'État a fait là-dessus, c'est irénique. 20 ans plus tard, on n'en est plus là. Et on se prépare aux 120 ans de la laïcité dans un contexte qui est beaucoup plus heurté et contrasté. Et ceci est dû à des transformations juridiques, je termine par là, qui ne sont pas négligeables. Évidemment, la première, c'est la loi de 2004, dite sur le foulard à l'école, qui ne cesse pas de faire l'objet d'interprétations, quelquefois intéressantes d'ailleurs, de la part de nos chers collègues, mais qui montrent que c'est encore une question vive, non résolue, dont l'affaire de l'abaya, il y a 2 ans, a encore montré la résurgence, non pas par le haut du costume, mais par le bas. On a par la suite la loi, on l'a citée, de 2010, qui n'est pas une loi de laïcité, mais que tout le monde a interprété comme étant une loi de la laïcité victorieuse contre la dissimulation de visage. Ce n'est pas ça du tout. Et ça continue avec le problème des burkinis, ou l'interdiction de costumes particuliers. Et puis la dernière année, c'est la loi, évidemment, de 2021, dont déjà les citations sur le titre étaient significatives. D'abord appelé séparatisme. Je comprends, on s'est rendu compte que la grande loi 1905, c'était sur la séparation.
Donc c'était difficile de critiquer le séparatisme. Et donc devenu loi sur le renforcement, comme si l'État était intervenu, du respect dû au principe de la laïcité. Dans cette loi, on a un traitement des organisations religieuses qui dénote par rapport à 1905. Vous savez que si vous créez une église, vous déposez des statuts, d'abord le préfet, il a le droit de bloquer le dossier parce que c'est pas encore bien clair, ça n'a aucune espèce de validité juridique, et puis vous n'êtes habilité que pour 5 ans. Et on va recommencer dans 5 ans. C'est quand même une vision de la liberté religieuse un peu curieuse par rapport à la loi de 1905. Et puis, puisque ça a été signalé, le décret de 2021, du 31 décembre, en tant que président de la Ligue d'enseignement, je connais et je pratique, qui est tout sauf mine à la liberté, puisque désormais les responsables d'associations comme moi sont responsables des actes des individus qui participent à l'association, même s'ils sont à 100 km et qu'on n'a pas su ce qui se faisait, et deviennent pénalement responsables. Donc, on assiste à une transformation du droit qui est liée à un renouvellement de la question d'un point de vue politique. Je vous remercie. Merci Michel. On va modifier un petit peu l'organisation de la lutte. C'est pas tout cette fois-là. Les intervenants du travail. C'est le travail de ces axes. Avec le religieux, travaille sur le religieux face aux changements globaux, l'écologie, la technologie et le genre. Sur l'axe écologique, on sera par axes dans ce groupe de travail, écologie, santé et genre. Sur l'axe écologie, nous avons 2 intervenants. Aurélie Chaudet. Christophe Monnier. Christophe Monnier. Donc sur la psychologie, Aurélie Chaudet. D'accord, c'est quoi ça? C'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Aurélie Chaudet est professeure de l'histoire et s'exprime localement à l'université de Strasbourg. Elle est directrice de l'unité de recherche monde germanique et nord-européen et de la revue Recherche germanique. Ses travaux portent sur les liens entre littérature et environnement, les humanités environnementales, les études animales et végétales, littéraires et culturelles, les transferts culturels entre Inde et Europe, l'anthroposophie et la psychologie analytique. Elle écrit dans 3 langues. Parmi ses publications récentes, You et la nature, vers l'écologie de l'âme, chez Laboré Fides en 25, Destination Inde pour une géocritique des récits de voyageurs germanophones chez Honoré Champion en 25 également, et Rethinking Nature, Challenging Disciplinary Boundaries chez Routledge en 2017. Toujours dans cet art, Christophe Podo est maître de conférence HDR en sociologie des religions à l'Université de Strasbourg. Après sa thèse en 2010 en co-tutelle avec les PHE de l'Université de Lausanne, il a été postdoctorant lauréat du Boost Mobilité du Fonds national de la recherche en Suisse, puis chercheur aux universités de Genève, Berne et Lausanne. Il est actuellement chercheur externe à l'Université de Lausanne, membre du GSRL à Paris. Il est encore actuellement partenaire scientifique dans plusieurs programmes internationaux. Sa recherche actuelle se concentre principalement sur les communautés religieuses et l'écologie. Il a publié entre autres un livre, Église et écologie, la révolution à reculons, en 2020, ainsi que de nombreux articles dans des revues internationales, autant en francophonie, comme Social Compass ou SSR, et que dans le monde anglophone, Journal for Scientific Study of Religion, Journal of Contemporary Religion, Journal of Religion in Europe, etc. Sur l'axe santé, nous avons également 2 intervenants. Oui. Séverine Mathieu, qui est sociologue, directrice d'études à l'EPHE PSL, titulaire de la chaire
sociologie des religions et de l'éthique. Elle est membre du comité d'éthique de l'INSERM depuis 2022. Dans ses recherches, elle s'intéresse aux enjeux éthiques des biotechnologies de la reproduction. Elle a ainsi mené depuis 2010 différentes enquêtes de type ethnographique en France, dans des services de procréation médicalement assistée et dans des services d'accueil d'embryons à propos du devenir des embryons surnuméraires. Dans une autre enquête réalisée lors des débats autour de la révision de la loi de bioéthique en 2021, elle s'est penchée sur la formation des repères et des normes éthiques en contexte de sécularisation. Elle vient de terminer une nouvelle recherche de type ethnographique fait suite à la révision des lois de bioéthique de 2021 qui ouvre la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules et qui donnera lieu à différentes publications. Elle a été membre du comité d'éthique de l'INED et participe en tant que bénévole au staff du centre d'éthique clinique de l'hôpital Cochin à Paris. Récemment, elle a publié un livre, Faire famille aujourd'hui, PMA, bioéthique et religion, au Cavalier Bleu, en Inde. Elle a dirigé un autre livre, Embryon, personne et parenté, avec Annie Coquerès, en 2022. Et L'enfant des possibles, assistance médicale à la procréation, éthique, religion et filiation, aux éditions de l'Atelier, c'est un peu plus ancien, en 2013. Annick van der Linden, elle est maîtresse de conférence en théologie pratique à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Sa thèse de doctorat en théologie et philosophie de la religion aux universités de Neuchâtel en Suisse et de Strasbourg a été publiée sous le titre « Vivre sous le regard de Dieu » chez Litt Verlag en 2012. Ses recherches et publications récentes s'orientent autour de l'articulation entre religion et santé, notamment au travers d'une réflexion sur l'accompagnement spirituel dans les milieux de santé français, de la possibilité d'une intégration de la spiritualité dans les soins en France, ainsi que des expressions contemporaines des convictions et des croyances en contexte de sécularisation avancée. Elle est membre de plusieurs comités scientifiques et réseaux, dont, je résume, en particulier le Conseil scientifique de la Société internationale de théologie pratique, le réseau européen des aumôniers des établissements de santé, le Network for Healthcare Chaplaincy, de la Commission nationale de l'aumônerie des établissements sanitaires et médico-sociaux de la Fédération protestante de France, etc. Sur l'axe genre, nous avons deux intervenantes aussi. Non, une seule. C'est Claude Prochel, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Lorraine et chercheur associé au GSRL et au Centre de recherche Société, droit et religion de l'Université de Sherbrooke, au Canada, au Québec. Elle travaille sur les relations de religion politique dans la contemporanéité et sur les questions d'intimité procréative et sexuelle comme enjeu de laïcité. Parmi ses dernières publications, un article, Religious Freedom and Sexual Citizenship, Using the Weapon of Law Against Sex Education in the United States, dans le Paragraph International Handbook on Religion in Public Education, chez Paragraph en 2025, et elle a dirigé un livre qui nous interroge, là, plusieurs groupes de recherche de cette table ronde, quand les juges disent la laïcité, perspective belge et française, à Bruxelles, chez Larcier, en 2025, avec David Coussins et Xavier Delgrange. Voilà, vous avez la parole. La table ronde va commencer donc dans l'ordre des axes, par Christophe, en essayant de synthétiser, resserrer autant que possible les interventions pour laisser de place à la discussion. Vous êtes les derniers, comme d'habitude, les derniers souffrent. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de vous présenter globalement le fondement, la perspective fondamentale de notre axe de recherche, puis après de le décliner dans les trois directions, les trois domaines qu'on a jugé opportun de creuser dans cet axe. Donc, ce groupe de travail dit 3.3 rassemble des recherches qui documentent et documentent un changement qui est central dans une société européenne sur le plan religieux, convenu d'appeler le tournant spirituel, c'est-à-dire un moment de l'histoire de nos sociétés où le religieux historique est institutionnalisé
laisse place, premièrement, à la croyance et un religieux diffus, instable, peu institutionnalisé, où la croyance est devenue une option parmi d'autres, pour le dire avec Charles Taylor. Mais aussi où le religieux se fait déborder, notamment dans l'espace public, par sa frange fondamentaliste ou conservatrice ou radicale, en traits caractéristiques de nos sociétés dites post-séculières, pour le dire avec Jürgen Habermas. Donc, plusieurs recherches marquantes ont déjà analysé ces changements, comme l'idée de la religion en mouvement de Daniel Hervieux-Léger en France, mais aussi en Grande-Bretagne, on a parlé de la révolution spirituelle avec Linda Bouded, ou de la religion brouillée par David Vos, et comme évoqué précédemment, de l'autre côté de l'Atlantique, dans le sillage des travaux de Charles Taylor et de son âge séculier, un chercheur, Gavin Watts, propose d'observer l'avènement d'une religion du cœur. Il entend, par cette idée, souligner que les individus sont guidés par des sentiments romantiques qui leur offrent du sens et un réenchantement sur le plan individuel. Au niveau collectif, les transformations profondes de la société et de la remise en question des pouvoirs en place font douter les individus du bien fondé des grandes institutions et des pouvoirs historiques, qu'ils soient politiques, académiques, religieux, et d'autres. Notre intention, donc, dans le groupe, n'est pas tellement de faire de nouvelles études sur la dite sécularisation et de documenter la baisse du religieux historique, ou alors de montrer une sorte de résurgence de nouvelles formes de religion. Notre intention ici est plutôt de comprendre les nouvelles actions et interactions que ces révolutions entraînent, de nouvelles normes et valeurs, autant séculières que religieuses, découlent de ces recompositions spirituelles et se côtoient dans les institutions. Elles se déploient en entraînant de nouvelles questions, mais aussi de nouveaux types d'engagement. Les sentiments romantiques de la religion du cœur, pour reprendre Watts, conduisent, selon lui, à de nouveaux types d'engagement, autant dans le milieu holistique que dans le milieu religieux classique, que dans le monde séculier et ses institutions, hôpitaux, éducation, économie, mais aussi le monde des arts et de l'industrie, du loisir, etc. Si les études se sont souvent intéressées aux différentes formes que pouvait prendre la spiritualité, au caractère, par exemple, individualiste, on pense ici au chélaïsme de Bella. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas de ce qu'on assiste, on observe actuellement dans les nouvelles configurations contemporaines, où on assiste par le religieux et le spirituel plutôt à un empowerment, au travers des engagements. Bien évidemment, on a aussi toute une série d'études qui s'intéressent aux différentes potentialités de dérives sectaires de petits groupes faisant partie de réseaux plus larges du milieu holistique, néo-hindouisme, néo-bouddhisme, New Age, etc. Donc, dans ce contexte, le groupe de travail que nous avons constitué cherche plutôt à documenter, premièrement, les nouveaux enjeux que soulève la prégnance de cette religion du cœur, où la sentimentalité et l'authenticité sont devenues le moteur, même si dans certains groupes, celles-ci s'abreuvent de dogmes, alors que pour d'autres, elles se nourrissent de l'éloignement du dogme. On s'intéressera aux actions et valeurs que suscitent ces recompositions que font émerger la religion du cœur, la distanciation des institutions de croyance, les modulations entre croyance et non-croyance, ainsi que les nouvelles tensions qu'elles génèrent. Donc, 3 domaines où ces transformations sont particulièrement visibles ont été sélectionnés pour ce groupe, celui de l'écologie, donc je laisserai la parole à Aurélie pour vous parler particulièrement de l'écologie, des questions de genre, donc je laisserai la parole à Claude pour nous parler de ces questions, et ainsi que des questions de santé. Je laisserai la parole à Séverine et Annie. Merci, Christophe. C'est Aurélie. Oui, merci pour cette introduction. Je
précise que je comporte ce sous-axe écologie avec Christophe. Voilà. Donc, j'aimerais commencer par citer un article célèbre paru en 1967 qui s'intitule Les racines historiques de notre crise écologique, un article d'un historien médiéviste qui s'appelle Lynn White et qui a fait l'objet de nombreuses controverses. Et Lynn White, dans cet article, il rend le christianisme en grande partie responsable du partage entre nature et culture et de l'exploitation de la nature par l'homme. Et il nous appelle à trouver, je le cite, une nouvelle religion ou repenser l'ancienne, c'est-à-dire à repenser en fait notre héritage chrétien et redéfinir l'ontologie, la nature occidentale dans laquelle nous nous trouvons, une ontologie qui est fondée sur toutes sortes de dualismes entre nature et culture, entre intellect et émotion, entre science et religion, notamment. Et depuis les années 1980, on constate de fait un double mouvement d'écologisation du religieux, et ça ne concerne pas seulement le milieu chrétien, et de spiritualisation de l'écologie. Ce qui nous amène dans ce sous-axe à nous interroger sur le bon voisinage entre écologie et religion ou écologie et spiritualité. Alors, il nous semble bien sûr très important pour cela de bien définir les notions. Religion, la religion, le religieux, la spiritualité, le spirituel, et aussi de bien comprendre certaines idées, certains concepts, certains courants qui sont apparus à partir des années 1970, par exemple l'écologie profonde, un type d'écologie, ou encore l'éco-psychologie, l'écoféminisme, l'éco-spiritualité, et aussi d'étudier la place du politique dans l'engagement éco-religieux. Donc pour cela, nous souhaitons adopter une approche interdisciplinaire, mobilisant à la fois les études littéraires, les études culturelles, les enquêtes de terrain aussi, l'anthropologie, la psychologie, la sociologie, la philosophie et l'histoire des religions. Et nous souhaitons également adopter une approche transnationale, puisque ces courants, ces pratiques que nous allons étudier se sont développées dans le monde entier. Donc ça m'amène au premier point, l'étude des pratiques de transnationalisation. Donc la transnationalisation du religieux se traduit par une délocalisation et une relocalisation des croyances, des rituels, des pratiques religieuses qui se réalisent au-delà du cadre étatique national et du cadre institutionnel des églises établies. Donc, elles se situent dans des espaces qui peuvent être réels ou des espaces symboliques. Le deuxième point, c'est la construction de nouveaux récits pour notre époque. Alors, depuis les années 70, on voit se développer à travers le monde une multitude de courants qui visent à proposer de nouveaux récits qui ne sont plus seulement arrimés dans l'ontologie dualiste occidentale, quand j'ai parlé. Et ces courants qui relèvent donc de l'éco-psychologie, de l'éco-spiritualité, de l'écoféminisme, et j'en passe, hein, on aime bien le préfixe éco, vous l'avez remarqué. Donc tous ces courants reposent sur une critique profonde des sociétés industrialisées et de leur rapport instrumental à la nature. Et leur diagnostic sur la crise écologique, les milieux qui les véhiculent, les imaginaires mobilisés, on se rend compte que tout cela présente un certain air de famille, même si les sources d'inspiration sont très diverses, qu'il s'agisse des différents monothéismes ou encore des religions de la terre, des religions de la nature. Donc on se demandera d'abord quels sont les précurseurs de ces courants, de ces pratiques. Alors, j'ai moi-même étudié, par exemple, le rôle de la psychologie analytique dans l'émergence de l'éco-psychologie. Je renvoie donc à cet ouvrage qui vient de paraître, Jung et la nature, vers une écologie de l'âme. Je me suis aussi intéressée au rôle de l'anthroposophie dans l'émergence de nouvelles pratiques, agricoles notamment. On s'interrogera aussi en quoi ces pratiques témoignent d'une décomposition du religieux et de sa recomposition, notamment à travers la réintégration de rituels.
Et on se demandera si on peut considérer que ces pratiques véhiculent une vision unifiée autour de représentations et de valeurs communes. Donc, ça m'amène au troisième point, donc des visions très différentes, en fait, des risques latents, puisque notre axe cherche à montrer comment derrière ce faisceau de pratiques, de courants très différents, d'imaginaires, qui semblent en fait converger, et bien en fait se cachent des visions très différentes de la nature, du vivant, du cosmos, de la création, on pourrait l'appeler comment. Et dernier point très important, il s'agira pour nous d'étudier les dérives possibles, donc les risques latents de ces idées, de ces courants, de ces pratiques qui se développent dans le sillage du tournant spirituel. Donc, vous connaissez tous la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les sectes, qui a en effet pointé des dérives sectaires dans le domaine écologique. Et là, on peut penser, par exemple, au courant apocalyptique ou à certains éco-villages qui font à intervalles réguliers l'objet de différents articles dans les médias, ou encore à des courants qui souhaitent promouvoir le féminin sacré ou encore le masculinisme. Alors, je ne sais pas, je ne pense pas que j'ai le temps de présenter voilà, les différentes manifestations scientifiques que nous proposons en 2026, mais vous avez l'essentiel du contenu déjà de ce sous-axe. Et je passe la parole à Claude. Merci. Merci Aurélie. Alors, je vais présenter très rapidement, si, je promets, l'axe genre que je coporte donc avec ma collègue sociologue de Lyon 2, Marion Maudet, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc, j'ai procédé comme suit. Je vais dire vraiment juste quelques mots sur la globalité de cet axe et puis vous présenter un événement scientifique, donc le premier de l'axe, pour vous montrer un peu dans quel sens on travaille. Et vous verrez comment ça fait vraiment le pont avec les autres groupes de recherche du groupe 3, mais aussi peut-être d'autres groupes. Si j'avais le temps, je vous aurais réexpliqué ce qu'était le genre, donc j'ai pas le temps. Je vais simplement dire que me référer à un ensemble de processus de construction sociale qui caractérisent les questions de genre et dire que ces processus croisent évidemment tous les champs du social, du politique et du culturel, et en particulier évidemment le champ du religieux, et aussi les formes de laïcisation et de sécularisation. Donc c'est aussi pour ça que le genre, c'est un axe qui permet de décloisonner l'analyse du religieux dans nos sociétés contemporaines sécularisées. Qui permet par exemple d'interroger l'intégration par les milieux religieux de nouvelles valeurs, la question de l'empowerment des femmes par exemple dans les milieux religieux, mais aussi d'identifier éventuellement les oppositions, les recompositions religieuses d'opposition à l'évolution des valeurs. Donc ça ouvre à plusieurs terrains de recherche, par exemple l'accès des femmes à l'autorité religieuse, les formes de sécularisation des corps, les évolutions des sexualités par rapport aux contraintes religieuses, mais aussi aux contraintes séculières, et aussi les oppositions religieuses aux politiques publiques en matière de citoyenneté sexuelle ou de droits reproductifs. Ce qui, par exemple, croise aussi l'axe santé de ce groupe de recherche. Alors, ma collègue Marion Maudet travaille, elle vous en aurait parlé, mais elle ne peut pas, donc j'en profite pour garder le temps pour moi, voilà. Elle travaille beaucoup sur les questions d'évolution du couple, par exemple, dans la période contemporaine, par rapport effectivement aux questions religieuses. Moi, je travaille davantage pour le moment sur les questions d'opposition à l'égalité de genre et aux mobilisations émanant des groupes religieux au sein des sociétés contemporaines, donc par rapport à ces questions. Donc, je cite juste un projet auquel je suis rattachée, qui est un projet qui est gouverné par l'université de l'UQAM, donc à Montréal, et dirigé par Stéphanie Tremblay, sur les oppositions à l'éducation sexuelle et aux questions de genre, d'égalité de genre, donc les VARS en France. Donc, c'est un projet comparatif, et là, effectivement, c'est à la fois un projet d'observation des groupes, on va dire des thématiques, mais aussi des pratiques en classe. Et aussi qui a pour but d'arriver à de la formation continue pour les enseignants, donc qui se déploie un peu sur tous les axes de Religis. Et puis, une première journée d'études que j'organise avec ma collègue Florence Rochefort du GSRL le 1er décembre
à Paris, donc, dont Séverine est membre du conseil scientifique, qui porte sur la manière dont les questions de genre et de laïcité interrogent les pensées, les groupes, les politiques illibérales. Hein. Donc ça rejoint des choses qui ont été dites tout à l'heure. Hein. Dans l'idée que l'illibéralisme, alors je ne vais pas non plus travailler sur l'illibéralisme, qui est en plus une notion très contestée, mais dire que ça renvoie à un narratif qui à la fois remet en cause la place des élites, qui met en avant l'idée d'une communauté nationale en danger et qui met aussi qui remet beaucoup en cause les savoirs académiques. Hein. Donc on est là dans quelque chose où on va essayer de réfléchir sur la manière dont l'égalité et la liberté de genre, comme les politiques qui favorisent la laïcité ouverte, elles sont remises en cause effectivement dans cette logique illibérale. Et je conclus juste en donnant 2 exemples de communication. Donc la première, c'est ma collègue Alberta Giorgi de l'Université de Bergame qui va nous présenter les interconnexions entre religion, genre et science dans le discours de l'extrême droite sur la natalité en Italie. Hein, donc on est vraiment dans ce type-là. Et puis une doctorante de Valentine Zuber, donc Mathilde Dravet, qui va évoquer les questions de laïcité, de féminisme et d'extrême droite en France entre 2011 et 2022, donc le réinvestissement du commun républicain par les discours identitaires en France. Voilà un peu les premières lignes de travail sur ce groupe. Et je laisse donc la parole à mes collègues de l'axe santé, excusez-moi. Bravo pour la discipline. C'est l'expérience de l'enseignement, en fait. Merci. Alors, nous allons vous présenter l'axe santé et religion à 2 voix, avec Séverine Mathieu et donc moi-même. Donc, l'articulation entre la santé et la religion n'est pas nouvelle. Elle bénéficie d'une longue histoire. On peut par exemple se référer à l'histoire même des hôpitaux. Dès les années 60-70, diverses professions des milieux de santé se sont intéressées notamment à l'impact que pouvait avoir la prise en compte d'une dimension religieuse ou d'une dimension spirituelle dans les soins. Cette considération de la spiritualité dans les soins a amené au cours des années 90 un changement de paradigme scientifique, médical et académique. En quelques décennies, nous sommes passés d'un modèle biomédical à un modèle biopsychosocial ou, selon les pays et les contextes, un modèle biopsychosocial et spirituel, donc avec une approche holistique du soin. Dans sa définition du concept de santé, l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, reconnaît 4 dimensions: physique, psychique, sociale et spirituelle. Cette définition souligne donc bien la force des liens qui unissent santé et religion, qu'il s'agisse de traditions religieuses avérées ou de nouvelles formes de religiosité et de spiritualité. Pas plus que la santé ne peut se penser sans le corps, dont la gestion a été longtemps un objet privilégié, voire un terrain de confrontation, la santé implique la prise en compte des données psychiques, sociales et spirituelles par les valeurs, les croyances, les comportements, les rites et les interdits qu'elle mobilise. L'axe santé et religion se propose donc de s'interroger en se posant la question: comment est-ce qu'aujourd'hui, dans un univers occidental, repenser ces relations? Aborder la santé, c'est également s'intéresser à un grand nombre de questions sur la vie humaine, le début de la vie, la fin de la vie, mais aussi des questions qui sont liées à la maladie et à la souffrance. Toutes ces questions ne sont pas sans créer des tensions entre politique, religion et actrices et acteurs de la santé. L'axe santé-religion pourra ainsi faire place à des travaux autour de la gestion du religieux à l'hôpital, de l'intégration de la spiritualité dans les soins, ainsi qu'à des débats autour des droits reproductifs et de la fin de vie. La santé concerne également le bien-être et une attention pourrait être portée à la façon dont certaines religiosités ou religions tantôt s'emparent de ce domaine, créant là encore des tensions, tantôt y contribuent des croyances religieuses et ou spirituelles ayant un impact reconnu sur la santé. La façon dont les questions environnementales sont liées à la santé retiendront aussi notre attention. Merci Alice. Je vais poursuivre et conclure. Donc, cette question de la santé, très concrètement, elle peut être envisagée au travers d'enquêtes sociologiques. Par exemple, celle que je vais bientôt analyser autour des enjeux éthiques de l'ouverture en France de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules.
Il y aura aussi, on peut aussi mener bien sûr des recherches qui portent sur la gestion du religieux à l'hôpital, qu'il s'agisse du soin, mais aussi de l'alimentation, de la question de l'observance aussi, et également des recherches qui pourraient porter sur l'intégration de la spiritualité dans les soins. L'idée est aussi de saisir plus précisément les enjeux des relations entre soins, religion, spiritualité. Alors, bien évidemment, pour être complète, ces recherches devront s'ouvrir à des coopérations et des comparaisons internationales. L'idée étant d'organiser des rencontres, des publications communes, afin de mettre en place une perspective comparatiste qui nous permettra de saisir ce qui relève à la fois de contexte, enfin, ce qui relève d'une part de contextes spécifiques, de traditions propres à des pays, ou au contraire de ce qui relève de mécanismes plus globaux. Ces coopérations, ces publications devraient permettre également d'envisager ce qui pourrait être mis en place en France en contexte de la laïcité. Donc on va essayer d'organiser des journées d'études, des colloques. La première de ces journées d'études devrait avoir lieu, enfin il y en aurait deux, en 2026 et 2028, qui seraient santé, religion, état des lieux et spécificité française, hein, avec donc un état des lieux, là, proprement parlé, l'articulation entre santé et religion en France aujourd'hui, avec derrière tout ça l'idée que dans un contexte de sécularisation avancée, de détraditionnalisation du pouvoir, d'individualisation des croyances et de désaffiliation religieuse, on a aujourd'hui de nombreuses personnes qui repensent le lien entre santé et religion de manière originale à partir de leur quête de sens, de leur quête d'identité, de valeur et de transcendance. Puisqu'elles puissent parfois dans les traditions des religions instituées, il n'en demeure pas moins qu'elles orientent le plus souvent leurs recherches aux côtés de spiritualité alternative non institutionnalisée. Alors pour évoquer ces questions, nous vous avons prévu d'inviter des chercheurs qui réfléchissent à tout cela, Fabienne Brugère, Céline Béraud, Bertrand Lavoie, Sandra Logier, Pascal Molinet, Patricia Paperman, Nicolas Poujol ou encore Valentine Zubler. Deuxième journée transversale, ça serait plutôt là du côté de la perspective des enjeux internationaux. Et je terminerai donc en disant que bien évidemment nous souhaitons que ces journées puissent donner lieu à des articles et qui pourraient être soumis à publication à l'automne 2028. Et nous ajoutons dans ce programme, nous souhaiterions également, puisque c'est une donnée à laquelle nous avons été sensibles en réalisant le projet, Annick et moi-même, qui seraient 2 journées de formation en accord avec, enfin, en collaboration avec le Work Package Formation, des journées qui seraient à destination des étudiants de master et de doctorants sur une thématique précise, le fait d'enquêter en milieu difficile, puisque on s'aperçoit lorsqu'on travaille sur des terrains comme l'hôpital, la prison, que ça n'est pas forcément évident et que l'on a de nombreux étudiantes et étudiants qui travaillent sur ces domaines et essayer de faire une formation sur comment on prépare un projet de recherche, comment aussi on soumet son projet à un comité d'éthique, puisque désormais il est de plus en plus difficile de publier si vous n'avez pas soumis si vous n'avez pas l'approbation d'un comité d'éthique, et puis mettre en place aussi des réflexions méthodologiques sur ces terrains difficiles entre guillemets. Je vous remercie. Merci à tous.